je me suis fait un petit thé dans cette très jolie tasse que j'ai achetée au parc Ghibli au Japon. Attendez, j'ai envie de vous la montrer. Elle est super en plus bucolique, je trouve parfaite pour la saison. Hey, salut, c'est Loli de la chaîne Lolifan, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo peu surprenante par les temps qui courent, mais que je trouve néanmoins fort sympathique et que je n'ai jamais fait, je crois, parce que je loupe toujours le coche de ce genre de vidéo un peu timée par rapport au calendrier. C'est le tag Mid-Year Book Freakout, en gros le bilan de mi-année tout simplement. Pour info, il y a quelques variantes de ce tag qui circulent sur Booktube. En gros, de ce que j'ai vu, il y a entre 10 et 12, 13, parfois 14 questions. J'ai fait ma petite sélection et on est donc parti pour 10 questions qui sont celles qui m'inspiraient le plus. On est parti avec la première question qui est la question quantitative, à savoir combien de livres j'ai lu depuis le début de l'année. J'ai été faire un tour sur mon Livre Addict qui est le site français sur lequel je suis mes lectures et j'ai lu depuis le début de l'année 20 livres, romans ou recueils de nouvelles ou non encore novellas et 3 graphiques. Je pense que ça se perçoit si vous me suivez. Moi, le volume de lecture, c'est pas du tout quelque chose auquel j'accorde de l'importance. J'ai vraiment pas un rythme de lecture non plus qui est démentiel, de par en fait juste le temps dont je dispose qui est limité et qui est partagé entre mon travail qui me prend quand même pas mal de temps, ma vie sociale, d'autres passions, d'autres activités culturelles auxquelles j'ai envie d'allouer du temps. En plus, en ce moment, pas mal en fait de logistique personnelle, on va dire, à gérer. Donc voilà, je suis très contente. 20 livres, franchement, depuis le début de l'année, c'est tout à fait ok. Surtout que franchement, je suis plutôt sur une bonne tendance et que c'est vraiment plutôt des bonnes lectures que je fais depuis le début de l'année. La question suivante, et qui vous intéressera sans doute, c'est quelle a été ma meilleure lecture depuis le début de l'année. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, je pense que je vous aurais probablement répondu Les Dépossédés d'Ursula K. Le Guin, dont j'ai parlé dans mon dernier avis lecture, mais depuis, Les Dépossédés a été détrôné par un autre roman. Je l'ai écouté en audio, mais franchement, je l'ai tellement aimé que pour le coup, c'est un livre que je pense acheter en physique. Mais donc ce livre, c'est La mer sans étoiles d'Erin Morgenstern, qui est sorti il y a déjà un certain nombre d'années, hein, et dont je pense on a pas mal parlé sur Booktube. C'est quand même un beau bébé, hein. J'ai pas regardé combien il faisait de pages, mais en audio, je crois que c'était quelque chose comme 16-17 heures. Et ça a donc été un gros coup de cœur pour moi. Lisez ce livre si vous êtes, comme moi, un lecteur ou une lectrice à ambiance, c'est-à-dire quelqu'un pour qui une bonne ambiance, une bonne atmosphère, un univers envoûtant et bien décrit, c'est quelque chose en fait qui peut vous emporter, même si le reste est un peu en second plan. Parce que tout simplement, c'est vraiment, je trouve, le point fort de ce livre, d'avoir une atmosphère très onirique, très mystérieuse aussi de par un certain aspect. C'est un livre de fantasy de type qui prend pour, on va dire, point d'ancrage notre monde et qui, depuis notre monde, va nous emmener dans un univers magique. L'idée que propose l'autrice, c'est pas non plus une idée complètement inédite. Elle va imaginer un petit peu cet environnement qui va vraiment être dédié
au livre et au monde des histoires. Et ça, c'est quelque chose qui existe ailleurs, voilà, des bibliothèques secrètes, des bibliothèques cachées. C'est quelque chose qu'on retrouve, comment dire, dans plein d'autres récits, je sais pas, c'est présent chez Borges, par exemple. Il y a un vrai travail de world building, dans le sens où il y a certaines règles, mais ce monde va toujours garder une part de mystère. Et c'est ça qui fait aussi le charme du livre. Et par ailleurs, elle est très 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 forte pour décrire en fait ces environnements. Vraiment, il y a une part importante en fait de ce livre, je trouve, qui consiste à se délecter en fait de ces descriptions d'environnements qui sont complètement, comment dire, surréalistes, incroyables, totalement sortis de l'imagination et qui sont graphiquement très saisissants et qu'on arrive très facilement à se représenter grâce à ce travail de l'autrice. On comprend d'ailleurs que Erin Morgenstern, c'est quelqu'un qui évidemment qui adore les livres, mais qui aussi adore le jeu vidéo. Il y a une certaine inspiration esthétique qui a été puisée dans le jeu vidéo parce que il y a des atmosphères, il y a quelque chose qui moi m'ont vraiment donné la sensation en fait de retrouver l'émerveillement face à certains environnements de jeu. À part ça, ce que j'ai adoré, c'est que toute la première partie du roman est vraiment très mystérieuse et énigmatique et que ce soit le personnage en fait principal ou nous, le lecteur, on est vraiment sur un mode où on essaye de faire sens de toutes les choses qui sont en train de nous être présentées, à savoir que voilà, il faut vous y attendre. Au début, le récit est vraiment fragmenté entre des histoires complètement différentes par chapitre. Vous allez avoir des chapitres où on va vous raconter comme une petite histoire, comme un petit conte, et de l'autre côté, vous allez avoir certains chapitres qui vont suivre l'histoire d'un jeune étudiant en master, je crois, qui s'appelle Zachary Ezra Rowling. Un beau jour, il va tomber sur un livre un peu mystérieux à la bibliothèque, et quand il va commencer à lire ce livre, il va être très étonné puisqu'il va avoir l'impression que un des premiers chapitres du livre parle de lui et notamment d'une expérience qui l'a marqué mais dont lui n'a jamais parlé à personne. Et donc il se demande comment c'est possible et il va commencer à essayer de se renseigner sur ce livre et essayer d'investiguer et d'en savoir plus. Les personnages sont pas non plus peut-être les plus marquants, mais moi dans l'ensemble je les ai bien aimés. Quant à l'intrigue, je dirais que c'est peut-être pas pour ça qu'il faut lire ce livre en priorité. Ça se tient en fait, il y a une logique à tout ce qui va vous être présenté, mais clairement moi ce livre je le recommanderais plus comme un espèce de voyage un peu onirique dans lequel il faut se laisser porter et pas forcément un livre dans lequel il faut aimer que tout soit hyper logique et vouloir avoir des réponses à tout prix sur tous les points. Parce que là, je pense que vous risquez peut-être d'être un peu déçu, de trouver ça certainement un peu long. C'est un livre aussi qui fait beaucoup de clins d'œil à son lecteur, des clins d'œil à la pop culture, des romans ou des jeux vidéo ou des films célèbres récents. Ce livre, c'est clairement une déclaration d'amour à la fiction, à l'imaginaire, à la littérature, à la création d'histoires. Donc si c'est des thématiques en fait auxquelles vous êtes sensible, foncez. Pour moi, c'est sûr que ça va vous plaire. La question suivante, c'est quelle a été la meilleure suite de saga que j'ai lue? Et j'avais plusieurs options de réponse parce que j'ai continué en fait quelques sagas, soit de romans, soit graphiques que j'ai en cours. Et toutes les suites m'ont plus ou moins satisfaite. Mais peut-être que le livre que je qualifierais vraiment de très bonne suite, c'est le deuxième en fait et dernier tome de la duologie Texacalan d'Arcady Martin, qui est un livre de science-fiction que, pour aller très 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 vite, je placerais peut-être à la croisée d'un
Fondation d'Asimov et d'un Game of Thrones de George R. R. Martin, qui se concentre principalement sur des complots et des intrigues politiques, tout en accordant quand même une assez grande importance à la psychologie de ces personnages. Pourquoi aussi Fondation? Parce que c'est un livre qui se pose quand même pas mal la question de quels peuvent être en fait les rapports de pouvoir à l'intérieur en fait d'un univers science-fictionnel où il y a plusieurs planètes, plusieurs peuples. Je trouve que même la couverture, en tout cas celle que nous on a, fait un peu penser justement au Trône de Fer. Et je me suis toujours dit que c'est parce que Arkady Martine c'est un pseudonyme, Martine, ai-je besoin d'expliquer? Et Arkady, c'est le nom d'un personnage de Fondation d'Asimov. Je me suis toujours demandé si c'était moi qui délirait complètement là-dessus ou si c'était en fait une sorte de référence assumée par l'autrice. Et je sais pas, au bout du compte. Mais donc, je vous montrais celui-ci pour vous montrer sa suite et fin, qui est une désolation nommée Paix. Et pourquoi est-ce que donc meilleure suite de saga pour moi? Parce que vraiment je trouve que c'est un tome 2 qui complète parfaitement son tome 1. C'est un livre en fait qui reprend totalement la thématique du tome 1 et qui continue de l'interroger tout en franchement prenant une orientation en fait moi qui m'a un peu surprise, qui est d'ailleurs amenée à la fin du tome 1 et qui fait complètement sens. Je peux pas vous en parler parce que clairement c'est un spoil monumental du tome 1. Le tome 1 se passe principalement à un endroit qui est en gros la capitale d'un empire, et le tome 2 nous amène un petit peu ailleurs. Et le thème en fait de cette duologie, c'est vraiment la question des rapports de force, des rapports de domination entre une culture dominante et une culture dominée. On va suivre, on va dire, une jeune femme qui fait partie d'un monde qui a été absorbé par un empire qui est en train de s'étendre en fait dans cette galaxie. Et notre protagoniste, elle va être en fait l'ambassadrice de son peuple, envoyée à la capitale de l'empire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est dans cette espèce de questionnement en fait et de tension identitaire permanente, parce que d'un côté, elle aime l'endroit d'où elle vient et elle est là pour le défendre quelque part, et elle est aussi fascinée par la culture de l'Empire, qu'elle a d'ailleurs tout fait en fait pour étudier et pour connaître, parce que c'est quelque chose qu'on attend typiquement de profils qui se réservent en fait à une carrière diplomatique. Et donc comme je le disais dans le tome 2, on va rester sur ces questionnements de comment on se positionne vis-à-vis d'une société qui est complètement différente de la nôtre. C'est vraiment de la très bonne SF, si toutefois c'est votre cam, tous les sujets que j'ai pu, auxquels j'ai pu faire référence. La quatrième question, c'est: quelle est la sortie récente qui me tente? Et là, alors, je pense que le concept de sortie récente sur cette chaîne, c'est-à-dire que une nouveauté, c'est un livre qui a genre un an ou deux, quoi. Voilà. Heureusement que il y a des livres qui sont déjà dans ma pile à lire, qui sont pas sortis en fait genre dans les dernières semaines, dans les derniers mois, que j'ai envie de lire. Je pense notamment à Simca d'Oriane Velten, qui est une sortie de fin 2023 je crois, donc quand même moins d'un an, n'est-ce pas? Mais je pense que si je veux jouer à fond le jeu pour cette question, je pense que l'idée c'est vraiment de parler d'une sortie très récente. J'ai vu passer les fourneaux de Crashmore de Raphaël Bardas. Je vous mettrai le visuel quelque part par ici. C'est une sortie des éditions Nemos. Ça a l'air de plutôt correspondre à mon mood de lecture actuel, parce qu'on va suivre un groupe de personnages qui a un food truck ou un truc comme ça dans un univers de fantasy, je crois, et qui
voyage, qui est une petite équipe qui, je pense, s'entend bien, où ça va pas mal faire la fête, ça va parler de bonne nourriture, etc. Mais j'ai aussi l'impression qu'il y a quand même un fond, ce petit cocon en fait va être montré en contraste justement avec un univers qui est pas forcément drôle et tendre avec ses personnages. À la fois, comme je le dis, un petit peu doudou et quand même un petit côté dark fantasy. Donc j'admets que ça me tente plutôt pas mal. Et je triche un peu, je vous parle d'un deuxième titre, mais juste en fait parce que je le trouve, comment dire, intriguant et le concept en fait me fait déjà marrer d'avance. Pour le moment, le livre n'existe pas en français, la couverture est canonissime. Et le titre c'est A Magical Girl Retires, ce qui veut dire donc une Magical Girl part à la retraite. Il s'agit d'un roman coréen. L'autrice, désolée si je le prononce mal, s'appelle Park Seol-yeon. Le livre pour le coup en coréen date d'il y a 2 ans, je crois, quelque chose comme ça, mais la traduction anglaise vient de sortir, je crois que ça date d'avril 2024. C'est un livre qui va totalement faire un espèce d'hommage humoristique à toutes ces magical girls de type Sailor Moon, Cardcaptor, Sakura, sachant que moi je suis toujours au fond dans mon petit cœur une fan de Sakura, voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a accompagnée quand j'étais plus jeune. J'ai toujours été intéressée par des choses que j'ai pu voir ou lire autour de la thématique de la Magical Girl. J'avais notamment adoré, je suis toujours en fait en pamoison devant l'animé Puella Magica Madoka qui commence dans un monde un peu bonbon et tout rose mais qui en fait est une satire hyper dark, hyper violente, psychologiquement parlant de la Magical Girl justement que je vous recommande, je pense énormément encore aujourd'hui. Là, je pense qu'on n'est pas sur un truc non plus hyper deep, hein, hyper dark, mais voilà, ce livre, ça va quand même, je pense, être un peu une réflexion autour de cette figure. Et là, de ce que j'ai compris, on va suivre une jeune femme qui a la trentaine et dans sa vie, ça va pas du tout. Je crois notamment qu'elle a énormément de dettes. Elle va en fait être trouvée par une autre Magical Girl qui va lui proposer d'accepter le job parce qu'elle-même part à la retraite, alors que donc le personnage principal est sur le point de faire quelque chose de très grave par rapport à sa propre existence, voilà, vous m'aurez compris. Notre héroïne va découvrir que en fait, être Magical Girl, c'est pas du tout ce qu'on nous vend ce qu'on nous a vendu dans les animés, c'est un véritable job et du coup il y a des foires à l'emploi, il faut trouver du travail et de ce que j'ai compris, elle a pas une baguette magique mais elle a une carte de crédit magique parce que c'est ça qui te donne des pouvoirs dans notre monde. J'ai aucune idée hein, de ce que ça vaut concrètement. Mais je trouve le concept franchement super marrant, ça a l'air drôle, ça a l'air décalé. Je crois qu'en plus le livre est assez court. C'est pas dit que je finisse pas par craquer. La question suivante, c'est quelle est la future parution que j'attends avec impatience. Alors c'est un peu comme la question précédente, c'est que moi, si vous me connaissez, je suis pas du tout en train de guetter les futures parutions. Mais dans le cas présent, là, j'ai quand même, quand j'ai lu la question, j'ai tout de suite pensé à quelque chose. Je suis plutôt bien emballée par le dernier Martha Wells qui va sortir aux éditions La Talente, qui s'appelle Le Roi Sorcier, ou Le Roi Sorcier, je sais plus, tout court, qui est un livre de fantasy, un one-shot en plus de ce que j'ai compris. Vous savez que pour moi ça peut être un bon argument, un bon one-shot de fantasy. Martha Wells, maintenant je suis totalement convaincue par son talent puisque je suis en train de lire la saga Journal d'un assassin, sa saga de SF que j'aime beaucoup, que j'aime en fait de plus en plus au fur et à mesure des tomes. En plus j'ai entendu du bien de ce qu'elle a écrit en fantasy
notamment par exemple je crois son précédent c'était La chute d'Ilrien ou quelque chose comme ça. Et là ben, on a ce nouveau titre donc en un tome Roi sorcier qui arrive et déjà je trouve la couverture très belle, elle a un côté illustration fantasy un peu old school que moi personnellement j'aime bien. De ce que j'ai compris on va y suivre un prince démon qui se réveille dans un tombeau, qui est amnésique, en fait, qui a aucun souvenir de pourquoi il est là. Plot, somme toute, assez classique, hein. Moi, du coup, j'aime bien, parce qu'il va se retrouver, en fait, à enquêter un peu et à chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe là, en ce moment, et comment il se positionne par rapport à tout ça. J'ai vu que ça promettait un univers original, et que les personnages principaux étaient vraiment des personnages assez dark, assez sombre et en même temps complexe, je ne sais pas, peut-être une certaine tension entre eux, leur noirceur initiale et puis finalement peut-être, je ne sais pas, un certain appel vers le bien. Je fais confiance 100% à Martha Wells pour, comment dire, apporter de la nuance dans tout ça. Je sais pas quand ça sort, 26 septembre 2024, voilà, donc vers l'automne, la rentrée 2024. Très très chouette, j'ai super hâte de le lire. Question suivante, c'est quelle a été ma plus grosse déception depuis le début de l'année. Et là vraiment, je ne vais pas revenir dessus. Si vous avez regardé mon dernier avis lecture sur des romans de SF, vous l'avez vu passer. Il s'agit d'Ymir de Rich Larson. En soi, attention, ce n'est pas du tout un mauvais livre, c'est juste que ça l'a pas fait pour moi, notamment certainement parce que c'était pas dans le mood dans lequel j'étais actuellement, mais ça n'enlève pas que c'est un roman avec plein de qualités. J'ai juste pas été perméable au côté très 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 rude de l'univers, des personnages, de leur psychologie, etc. Je m'attendais en plus pas forcément à ça, honnêtement, quand on me l'avait pitché en librairie, parce que je l'ai choisi sur la base de recommandations d'une libraire. Et du coup, je vous laisse aller voir la vidéo avec mon avis dessus si vous voulez retrouver mon argumentaire un petit peu sur le sujet. Question 7, quelle a été ma plus grosse surprise depuis le début de l'année? Et comme je vous viens de vous parler d'une déception, je pense que ça peut être plutôt sympa de vous parler d'une bonne surprise. Ce qui m'amène à vous parler du recueil de nouvelles de science-fiction Amazonie spatiale, eu la chance de recevoir en service presse. Pourquoi? Parce que mon ami et membre du podcast Mana et Plasma, Saïd, est un des auteurs qui a participé en fait à ce recueil. Et pour info, l'organisme qui a coordonné en fait la création de ce recueil, qui s'appelle Matrice, a très gentiment invité l'équipe du podcast, donc Mana et Plasma, dont je fais partie, à enregistrer un épisode en live depuis la soirée de lancement organisée pour la publication de ce livre à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. C'était franchement une super expérience. C'est vraiment un livre qui a une histoire intéressante et moi c'est pour ça aussi que j'ai accepté, parce que je trouve que la démarche est quand même assez inédite. C'est une publication qui a été faite en partenariat avec l'Agence spatiale européenne, donc en fait l'équivalent de la NASA mais pour l'Europe. Matrice en fait a réuni 15 auteurs. L'idée c'était vraiment que les auteurs écrivent chacun une nouvelle sur la thématique de l'exploration spatiale à horizon dans pas très longtemps, puisque c'est à horizon 2075. Ce qui est vraiment génial, je trouve, avec ce recueil, et en fait, c'est entre autres pour ça que je dis que c'est une bonne surprise, c'est que quand je vous le dis comme ça fait un peu initiative très officielle, limite un peu commande en fait pour faire de la propagande pour l'Agence spatiale européenne. Et pas du tout. Pourquoi ? Entre autres parce que les auteurs en fait ont participé du coup à une résidence littéraire en fait sur je pense que c'est au moins 1 an. Ils ont eu notamment 3 je crois déplacements sur des sites où on leur a présenté plein de choses sur l'exploration spatiale aujourd'hui, et ils ont eu la possibilité de rencontrer au total 50 experts
Et c'est 50 experts avec des profils très variés. Il va y avoir des astronautes, mais il va aussi y avoir, je sais pas, des ingénieurs qui sont spécialisés, tout ce qui est la conception de vaisseaux, des personnes qui travaillent sur comment se nourrir dans l'espace. Et pour avoir en fait beaucoup parlé avec Saïd, mais aussi d'autres auteurs, parce que du coup j'ai eu l'occasion de les rencontrer pendant l'événement. On en a même interviewé certains, donc en live, vous pourrez retrouver tout ça et les écouter dans l'épisode du podcast Mana et Plasma qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Tout ça, ça a produit en fait un recueil extrêmement riche et extrêmement éclairé, et c'est pas du tout une apologie de l'exploration spatiale à tout prix. Je n'avais en fait, et c'est pour ça que je dis que c'est une surprise, jamais lu quelque chose comme ça en fait en science-fiction. Quelque chose qui présente l'idée d'aller voyager dans l'espace avec ce regard-là. On le voit en fait, les auteurs ont été frappés de plein fouet par une réalité qui s'impose à nous aujourd'hui, qui est que on parle d'espace alors que aujourd'hui il y a une urgence climatique sur Terre, une urgence, comment on va dire, humaine, humanitaire. Et l'idée c'est de se dire en fait comment on peut concilier le fait de résoudre ces problèmes qui sont urgents, qui sont ici aujourd'hui, là tout de suite, dans notre environnement de vie, et le fait de continuer à investir et à rêver dans le fait d'explorer les étoiles. L'exploration spatiale, c'est aussi un sujet qui est très politique. Ça a toujours en fait été un enjeu, on va dire, de rivalité, on va dire, et de concurrence entre certaines nations. On a maintenant en fait des sociétés privées, comme vous le savez, qui se lancent dans l'exploration spatiale avec leurs moyens et leur manière de travailler qui n'est pas du tout la même que celle d'administration publique. C'est aussi un sujet qui touche en fait à, comment dire, à un certain colonialisme, parce que, par exemple, je vous parlais donc comment dire, de l'Europe et du fait que le centre est en Guyane. La construction de ce centre en fait en Guyane, ça s'est pas fait sans conséquences sur ce pays et sur sa population. Tout ça donne un recueil qui est très très varié. Il y a même certaines nouvelles qu'on pourrait ranger en fait dans, on va dire, la catégorie de la science-fiction positive, qui essaye vraiment de proposer, on va dire, des solutions, des bons compromis, on va dire, et qui donnent de l'espoir pour la suite. D'autres qui vraiment ont plus la volonté de dénoncer ou d'alarmer sur certaines choses. Ce qui est très très chouette aussi avec ce recueil, c'est que il y a quelques auteurs qui viennent de la communauté, on va dire, de l'imaginaire francophone, mais pas que. En fait, il y a des auteurs et des autrices qui sont beaucoup plus du côté de la littérature générale, des gens qui ont un profil qui viennent du monde du théâtre. Tout le monde ne vient vraiment pas d'un moule unique, et donc, encore une fois, c'est très varié et c'est très riche. Si vous êtes amateur de SF et que vous voulez en fait lire quelque chose sur des grands sujets qu'on retrouve tout le temps en SF, mais sous un angle franchement que vous avez probablement pas croisé jusqu'à maintenant, avec un axe responsable et une recherche, on va dire, de solutions, voire même un côté optimiste, une prise en compte, encore une fois, des aspects environnementaux, politiques, qui sont ceux de notre monde vraiment actuel, et pas que, en fait, du fantasme avec des beaux vaisseaux qui vont super vite. Et je vous recommande énormément Amazonie spatiale. Pour la 8e question, je dois vous parler d'une lecture qui m'a fait pleurer. Alors le livre dont je vais vous parler, c'est un livre qui m'a aussi apporté de la joie et de la luminosité. Alors moi je ne pleure pas du tout facilement, il faut le savoir, que ce soit en lisant, en regardant des films, dans la vie en général, voilà. Mais là, j'ai vraiment senti ma gorge se serrer à la fin de ce livre. Et il est fortement probable que j'ai versé une petite larme. Il s'agit d'Apprendre si par bonheur, novella de science-fiction de Becky Chambers. Je pense que je ne vais pas énormément m'attarder sur ce livre parce que Becky Chambers, c'est quand même un petit peu une superstar de YouTube, de Booktube en ce moment. Apprendre si par bonheur, c'est un livre qu'on qualifie souvent de science-fiction positive ou alors cozy sci-fi par exemple. C'est assez justifié dans la mesure où dans Apprendre si par bonheur,
On va suivre une équipe de 4, je crois qu'ils sont 4, enfin c'est un groupe en tout cas d'astronautes. On va les suivre à travers quelques mondes assez différents, certains qui vont être, comment on va dire, plus accueillants que d'autres. Quand même un côté doudou, il y a quand même un côté cosy. C'est parce qu'en fait, les personnages de Becky Chambers ont des relations en fait très tendres, très respectueuses. C'est très beau de les voir ensemble, de voir l'alchimie qu'il y a entre eux. C'est vraiment, vous savez, totalement à contre-courant de plein de récits qu'on a eus en littérature ou dans le cinéma de science-fiction sur quand on enferme des gens dans un vaisseau, en gros ils pètent un câble et ils s'entretuent, ou ils sont horribles les uns envers les autres. Mais j'ai pas envie de vous en parler parce qu'en fait, franchement, c'est une novella, enfin c'est tellement court que je peux pas en fait vous spoiler. Le contexte en fait est pas si tendre. Comme je dis, je vais pas pouvoir trop vous en dire parce que ce qui m'a vraiment émue et ce qui m'a fait pleurer, c'est vraiment la toute fin du livre. C'est la décision et la déclaration que les personnages font tout à la fin, et aussi, tout à la fin du livre, vous avez un tout petit paragraphe qui a véritablement été prononcé par Kurt Walden, ancien secrétaire général de l'ONU, des propos prononcés donc en 1977, et qui est un message en fait qui est enregistré sur le Golden Record de la fameuse sonde Voyager. C'est notamment ce qui explique le titre de cette novella. C'est quelque chose que j'ai trouvé énormément touchant. On rejoint un peu tout ce que je vous ai dit en fait juste avant sur Amazonie spatiale, et cette interrogation en fait sur notre manière de voir l'espace, de voir l'inexploré, les autres mondes, l'inconnu, une sorte en fait de plaidoyer en faveur de cette posture d'humilité, et en gros cette idée que au lieu d'aller explorer le monde avec une posture de conquérant, eh ben on va y aller avec véritablement une posture d'exploration, de curiosité, de main tendue vers l'autre, et se dire que ce qu'on veut, c'est apprendre si par bonheur on en a la possibilité. C'est simple, et pourtant je pense que vous êtes tous d'accord qu'on a pu être exposé à beaucoup de SF, beaucoup de choses en général qui n'avaient pas du tout ce prisme en fait, que je trouve très beau, que j'ai envie de voir défendu aujourd'hui. Donc, Apprenti par bonheur, le livre qui m'a fait pleurer. 9e et donc avant-dernière question, il faut que je vous parle d'une lecture qui m'a fait du bien. Cette lecture, je ne l'ai pas entre les mains puisqu'encore une fois, c'est un roman que j'ai écouté en livre audio. Et événement, événement si vous me suivez un petit peu, parce que j'ai enfin lu mon premier Brandon Sanderson. Et pour le coup, je pense que j'ai peut-être commencé par le Sanderson qui ressemble certainement le moins aux autres, qui ne fait pas partie en fait des livres pour lesquels il est le plus connu, puisque j'ai lu donc en audio Tress de la Mer Émeraude. Je recommande le livre audio à 10 000%. Je trouve qu'on sent qu'il y a eu les moyens. Le narrateur est excellentissime dans le sens où il arrive à incarner différents personnages, mais de façon vraiment remarquable. Il arrive à retranscrire l'humour. Il y a aussi de beaux efforts qui sont faits en termes de petits effets sonores, de petites mises en scène qui rajoutent pas mal à l'immersion. La version physique est très très belle, mais franchement le livre audio, si jamais vous avez l'occasion, il est génial. Tress de la Mer Émeraude, c'est un récit qui s'apparente un petit peu à un conte, un récit d'aventure, je dirais. Avec ce côté, ça peut s'adresser aussi bien aux enfants qu'aux adultes. On a un univers qui nous embarque comme ça. On a des personnages qui sont drôles, attachants, originaux. L'héroïne, franchement, pour moi, ça pourrait un peu être une héroïne de Miyazaki. C'est la fille un peu lambda qui, en fait, va s'avérer hyper courageuse, qui s'en sort de par son ingéniosité, qui va prendre confiance en elle grâce à, on va dire, sa créativité, son inventivité, son intelligence humaine. Définitivement, lisez ce livre si vous aimez tout ce qui est univers maritime, histoire de navigation, histoire de pirates, parce que on est vraiment en plein dedans, puisque dans ce livre, on va suivre
Tress, qui est une jeune fille qui vit sur une île qui, je crois, s'appelle le Rocher. Elle est très amie avec un jeune garçon qui lui aussi l'apprécie beaucoup et qui, un jour, par des circonstances que je vous laisserai découvrir, va partir donc de l'île et qui, dans un premier temps, va lui donner des nouvelles, donc elle va être plutôt rassurée. Et puis, un jour, les nouvelles vont cesser. Et là, elle va commencer à terriblement s'inquiéter pour lui, au point où elle, qui n'a jamais quitté son île, va décider de le faire, et donc de s'embarquer, de se débrouiller pour embarquer sur un bateau, pour partir à la recherche de son ami Charlie. J'ai cette nostalgie en fait autour des récits de pirates parce que quand j'étais au collège, c'était le moment en fait de la fièvre des films Pirates des Caraïbes. Quand j'étais encore beaucoup plus jeune, moi j'étais très fan de toute la série de jeux vidéo point and click Monkey Island. J'avais beaucoup aimé un livre jeunesse qui était très recommandé par Margot Liseuse à l'époque qui s'appelle La Princietta et le Capitaine par exemple. Si tout ça c'est des choses que vous avez aimées, mais franchement foncez vers Tress de la mer émeraude parce que vraiment vous allez retrouver ces vibes là. La seule peut-être chose que je pourrais signaler, c'est que c'est un livre dans lequel il y a un narrateur qui brise énormément le quatrième mur, qui va tenir compte du fait que l'univers de Tress n'est pas le vôtre. Alors ce qui est chouette, c'est que pourquoi ce narrateur est comme ça, c'est quelque chose qui va se justifier à la fin. Il y a beaucoup de commentaires sur le récit. Et ça, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez adorer et trouver hilarant, comme c'est peut-être quelque chose qui peut être irritant pour certaines personnes. Donc je préfère le signaler. En tout cas, moi, c'est définitivement une lecture qui m'a fait du bien. J'y ai trouvé du réconfort, j'y ai trouvé du dépaysement. Ça m'a tenu compagnie quand j'arrivais pas à m'endormir et de façon uniquement tournée vers la douceur et l'émerveillement. Tress de la mer émeraude, ça a été une réussite pour moi. Et ça y est, on arrive à la 10e et dernière question qui concerne le plus beau livre depuis le début de l'année. Je n'hésite pas trop, là encore, c'est le livre Envol de Kathleen Jennings chez Les Moutons Électriques, qui, il me semble d'ailleurs, est complètement identique à sa version originale en anglais. Je le trouve absolument sublime. Alors j'adore le format qui est pas carré mais presque assez compact comme ça. Et je trouve qu'en plus c'est intéressant de mettre en lumière celui-ci parce que tant la couverture que les belles décorations que je vais vous montrer ensuite qui sont à l'intérieur sont le travail de gravure de l'autrice. Voilà. En début de chaque chapitre, en fait, vous allez retrouver des petits visuels comme ceci. Voilà. Vous en avez même parfois à la fin. Vous voyez, à la fin de certains chapitres, les petits fruits qui ressortent comme ça. Franchement, ce livre, je le trouve très 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 beau. Mais il est pas que beau, en plus il est bien. Franchement, c'était une bonne lecture, celui-ci. Alors si vous êtes dans la vibe Weird Woman Writing Weird Books, ce livre, il est complètement fait pour vous. Hein. C'est un livre, je crois, qui est souvent qualifié d'Australian Gothic, donc du gothique contemporain australien. Et on est totalement dans du fantastique, de l'étrange, qui va vraiment mettre en avant des choses que moi je connaissais pas du tout, mais a priori des figures qui font partie justement un petit peu du folklore horrifique de la campagne australienne, en fait, des environnements, naturels australiens. Et on va y suivre une jeune fille qui vit seule avec sa mère, vraiment dans une petite ville. On comprend tout de suite, en fait, dès le début, qu'elle est assez isolée et qu'elle vit un peu avec sa mère dans une sorte de bulle. Et ce qui est assez déroutant, c'est que on comprend très vite que la narratrice elle-même a une manière de percevoir le monde qui semble assez particulière. Et un jour, elle va recevoir un signe, en fait, d'un de ses frères qui ont disparu, et elle va
décidé d'essayer en fait d'investiguer là-dessus. Dans sa mémoire, en fait, il y a une espèce de zone d'ombre autour de la disparition de son père et de ses frères. Ils étaient là, manifestement, mais ils sont plus là. Voilà. Et elle-même a pas l'air de complètement savoir pourquoi. Elle va être rejointe par 2 autres personnages. On va les suivre en fait dans cette campagne, dans ces petits villages. Et le livre en fait va entremêler plein de petits récits qui vont mettre l'accent sur des lieux étranges, des animaux, des créatures étranges, des événements étranges de la région, tout en faisant avancer en fait la trame le mystère autour de l'histoire personnelle de l'héroïne. C'est très dépaysant, c'est très intriguant. Esthétiquement, je trouve que c'est vraiment très réussi. Ça nous propulse dans des choses qu'on connaît pas du tout. Ça fait définitivement gothique, mais pas du tout le gothique, on va dire, à l'anglaise auquel on est habitué. Vous savez que j'aime beaucoup Shirley Jackson, que je lui ai consacré une vidéo. Et je dirais que, typiquement, si vous avez aimé un récit comme Nous avons toujours vécu au château de Shirley Jackson, c'est vraiment un titre qui peut vous plaire. Parce que vous allez retrouver cette impression d'étrangeté et le fait d'être propulsé comme ça dans la tête d'un personnage qui résonne de façon quand même, ma foi, très étrange. Et en l'occurrence, en plus, ça fait encore un point commun, une jeune fille avec une histoire familiale, personnelle quand même très particulière. Je vous recommande ce livre tant du coup pour son esthétique, parce qu'il sera du plus bel effet dans votre bibliothèque, mais aussi parce que c'est l'occasion de découvrir une talentueuse autrice de fantastique, horreur, weird, enfin, vous avez compris la vibe. Et voilà, on arrive à la fin de ce Mid-Year Book Freakout Tag. J'espère que vous aurez aimé que je vous partage par ce biais mon petit bilan de première moitié d'année. Moi en tout cas j'ai vraiment bien aimé faire ce tag parce que je trouve qu'au final c'est l'occasion de parler de plein de livres et plein de choses différentes. Sur cette vidéo en particulier, je suis hyper curieuse de vous entendre en commentaire. Vous, ça a été quoi, par exemple, votre meilleure lecture depuis ce début d'année? Allez-y, parce que je ne fais jamais, la sourde oreille vis-à-vis des recommandations que vous me faites. Est-ce que vous avez lu, repéré certains livres que j'ai évoqués et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi de mon côté, j'espère que vous avez passé une première bonne moitié d'année sur le plan livresque, mais aussi sur le plan de votre vie. Je vous souhaite de passer une très belle journée, de faire de bonnes lectures, prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!